Bonjour, bienvenue dans cette première séance de PES. Dans cette première séance, on va voir en premier lieu c'est-à-dire les objectifs du cours. Euh, Ces objectifs-là, on les a classés en nombre de 5. Donc, premier objectif, on va voir comment se créer la richesse économique. Deuxième objectif du cours, on va déterminer les facteurs qui contribuent à la création de la richesse économique. Bien entendu, qu'est-ce qu'on entend par richesse économique? Généralement, c'est la valeur ajoutée, le revenu par habitant. Donc, c'est tout ce qui matérialise donc l'évolution du revenu ou bien de la production nationale. Troisième objectif, donc les théories qui essaient de schématiser ou bien de modéliser la création de la richesse. Et quatrième objectif, on va voir aussi les théories de développement. Et en dernier lieu, on va voir les manifestations du déséquilibre économique à travers les phénomènes d'inflation et de chômage. Bien entendu, à travers ces objectifs-là, on a tracé le plan du cours qui s'articule autour de quatre axes. Donc le premier axe, on va voir ce qu'on appelle l'effet stylisé de la croissance, c'est-à-dire les caractéristiques, les éléments qui déterminent la nature de la croissance. Deuxième axe, les questions de développement économique. Dans cet axe-là, bien entendu, on va voir les théories et c'est-à-dire les problèmes de développement. Troisième axe, on va voir aussi les théories de la croissance. Et quatrième axe, l'inflation et le chômage. Donc, dans l'effet stylisé de la croissance, on va voir les questions qui sont généralement soulevées par la croissance. Parmi ces questions, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la croissance, généralement la croissance elle est considérée comme un phénomène récent. Et on a constaté en fait que depuis 1820 jusqu'à maintenant, le revenu ou bien la production c'est-à-dire des pays industrialisés a été multipliée par 14. C'est-à-dire avant cette date-là, avant 1820, c'est-à-dire la production, elle était dans une situation de stabilité, de stagnation. Deuxième question qui se pose, on a constaté aussi que certains pays du monde, ils ont des taux de croissance plus rapides que les pays occidentaux, ou bien que les pays, ce qu'on appelle aussi les pays industrialisés. Troisième question qui est soulevée par la croissance, pourquoi c'est-à-dire on constate qu'au niveau mondial, il y a certains pays qui se développent et d'autres pays qui restent sous-développés. Donc, pourquoi, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a des pays qui accumulent de la richesse, donc que leur richesse augmente, alors que d'autres pays, et ils s'enfoncent dans la pauvreté. Ces questions-là, ce sont des questions qui sont toujours soulevées dans le cadre de l'analyse de la croissance. D'abord, donc, on va voir l'histoire de la croissance. On a dit que la croissance, c'est une création qui est relativement récente. Elle coïncide avec le début de la révolution industrielle. Elle a un sens contemporain, c'est-à-dire avant cette révolution industrielle, la croissance n'est pas significative dans tous les pays. C'est-à-dire avant le XVIIIe siècle, on ne saurait décrire la dynamique de l'économie de cette manière, on parle plutôt de stagnation. C'est-à-dire il n'y a pas de, la croissance de production n'a pas de signification avant la révolution industrielle. On peut mettre en évidence l'incroyable stabilité de la richesse par habitant avant la révolution industrielle. Donc on a des statistiques qu'on va voir par la suite. Donc avant cela, donc on va donner une définition de la croissance. La croissance économique est généralement définie par l'augmentation continue de la quantité de biens et de services produits par habitant d'un espace économique donné. Donc, on considère que tous les pays cherchent à atteindre le bien-être c'est-à-dire de la collectivité, et que ce dernier ne peut être réalisé sans la réalisation d'une croissance économique soutenue. Donc, et on a constaté que les pays qui présentent les meilleurs indicateurs de bien-être, c'est-à-dire les meilleurs indicateurs en termes c'est-à-dire de revenus par habitant, en termes de qualité de vie, en termes de scolarisation, ces pays-là
en fait, ils présentent aussi les meilleures performances en termes de croissance. On a ici donc un graphique qui montre en fait la croissance, et on a ici la croissance, le PIB par habitant moyen mondial, depuis c'est-à-dire les années 200, c'est-à-dire 200 jusqu'à aux années, c'est-à-dire jusqu'à au début de la révolution industrielle, c'est-à-dire 1800. Donc on constate que en fait le démarrage de la croissance du PIB par habitant, elle a commencé à partir, c'est-à-dire de 1804, 1820, 1840, c'est-à-dire à partir de la révolution industrielle. Donc on a une stabilité du revenu qui est remarquable pendant au moins 10 siècles, et a par la suite accélération de la croissance. Donc, l'État vise à réaliser le bien-être collectif. L'objectif de l'État, c'est d'améliorer la situation de la population. Donc, les décideurs politiques et les gouvernements doivent prendre des mesures favorables à la croissance économique pour pouvoir assurer le bien-être collectif. Donc, la réalisation de la croissance constitue donc un objectif essentiel de la politique économique, parce que par l'intermédiaire de cette croissance qu'on peut améliorer le bien-être de la collectivité. Euh, on va aussi, parmi les faits stylisés de la croissance, on a constaté qu'il y a une différence de revenus entre les pays. C'est-à-dire les pays riches, on a constaté la disparition des richesses des nations. Euh, on a constaté aussi que le PIB mondial il a été multiplié par 13 entre 1900 et 1987, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 3%. Aussi, l'écart de revenus entre les pays, elle se matérialise aussi entre les pays riches et les pays pauvres. On a ici l'exemple de Bangladesh comme le pays le plus pauvre. Cet écart de revenus en 1900, il était de 1 à 8. Et on a constaté qu'en 1987, cet écart il a augmenté, il s'est accentué, donc en passant de 1 à 36. C'est-à-dire que, en fait, la croissance économique, les pays qui arrivent à réaliser des taux de croissance rapides, ils arrivent à augmenter leur richesse plus rapidement que les pays les plus pauvres qui n'arrivent pas à réaliser c'est-à-dire des taux de croissance assez significatifs, ce qui explique l'évolution de cet écart dans le temps entre les pays riches et les pays pauvres. On a aussi constaté ici que la disparité dans le niveau de revenus par habitant au XXe siècle. On a ici généralement les pays industrialisés, on a ici le Canada, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis. Et on a constaté ici que, par exemple, le Japon, il est arrivé donc c'est-à-dire avec sa croissance qui était rapide, avoir un écart de revenus par habitant qui est supérieur aux autres pays industrialisés. On a constaté que cet écart il s'élargit au cours du temps, même entre, c'est-à-dire les pays industrialisés. Bien entendu, cette disparité de revenus, il s'explique généralement par la performance de la croissance de certains pays. Également, les écarts de revenus s'expliquent essentiellement, comme on a dit, par la performance en termes de croissance économique. Euh, Dans le tableau, donc dans un autre tableau, on va le voir dans un autre tableau, on va constater que cet écart de revenus, il est aussi expliqué par le taux d'investissement engagé par les pays. Donc ce taux d'investissement, il est différent entre les pays, et il s'explique aussi par le taux de scolarisation. C'est-à-dire que les pays qui ont une taux de scolarisation plus importante et un taux d'investissement plus important arrivent à réaliser des taux de croissance plus significatifs, ou bien arrivent à réaliser, à améliorer leur revenu par habitant
de façon plus importante. On a ici un tableau qui montre cette relation qui est très significative entre le taux de scolarisation et le revenu par habitant. Et on constate que ici, c'est-à-dire les pays qui ont le taux de scolarisation le plus élevé, ils ont le revenu par habitant le plus élevé. Donc on a classé ces pays-là en fonction donc c'est-à-dire du revenu par habitant. Donc on constate que les pays en développement, les pays qui sont en développement, ils ont un revenu par habitant qui est c'est-à-dire plus important par rapport aux pays les moins avancés. Et donc ce constat-là, il se confirme même au niveau de taux de scolarisation. Les pays qui ont un revenu par habitant plus élevé, ils ont également un taux de scolarisation qui est plus important. Donc il y a une relation étroite, comme on a dit, entre le taux de scolarisation et le taux d'investissement avec le revenu par habitant. Par ailleurs, un autre phénomène qui a été constaté en ce qui concerne les faits stylisés, c'est la convergence des revenus. Que veut dire cette convergence des revenus? On a constaté que dans les pays de l'OCDE, l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération de développement économique, elle regroupe l'ensemble des pays qui se réclament de l'économie du marché, ou bien les pays qui sont, si vous voulez, plus industrialisés et en développement. On a constaté que les pays qui étaient les plus riches au début du XXe siècle, ils avaient un taux de croissance qui est relativement faible par rapport à certains pays qui étaient moins riches et qui appartiennent à l'OCDE, c'est-à-dire et qui avaient des taux de croissance qui étaient supérieurs à ces pays-là qui étaient plus riches au début du XXe siècle. On a l'exemple ici du Japon, l'exemple par exemple de la Finlande, ou bien l'exemple de la Norvège. Donc ces pays-là, au début du XXe siècle, ils étaient moins riches que les pays les plus riches, c'est-à-dire au début du XXe siècle, ils avaient des taux de croissance qui étaient supérieurs aux pays les plus riches. Cela s'explique par le fait que ces pays-là qui étaient moins riches au début du XXe siècle, ils avaient des programmes ce qu'on appelle de rattrapage, ou bien pour combler l'écart qui les séparait avec les pays les plus riches. Donc ils avaient des programmes qui sont ambitieux et qui ont permis de générer des taux de croissance qui est supérieur au taux de croissance de ces pays-là, c'est-à-dire les plus riches. Bien entendu dans l'objectif de combler le retard qui les séparait avec les pays les plus riches. Donc c'est ce qu'on appelle ici le phénomène de convergence. Cependant, ce phénomène de convergence ne se vérifie pas pour les pays les plus pauvres, parce que les pays les plus pauvres restent toujours dans leur situation. Et on a constaté, de ce fait, c'est-à-dire on a appelé ou bien on a qualifié les pays qui présentent ce phénomène de convergence, on les a qualifiés de clubs de convergence. C'est-à-dire, ce club de convergence, il est constitué surtout des pays qui avaient des niveaux de revenus qui se rapprochaient plus. Et par contre, c'est ce qu'on appelle aussi les pays, les gagnants de la croissance économique. Alors que les pays les plus pauvres ne pouvaient pas, c'est-à-dire avoir cette situation de convergence, ou bien cette tendance de convergence vers les pays les plus riches. On a ici également, donc, parmi certaines questions, donc pourquoi certains pays connaissent une croissance spectaculaire, comme on avait vu pour le Japon, et d'autres, par exemple, c'est-à-dire au début du XXe siècle, une période de stagnation pour la Chine. Également, les taux de croissance convergent-ils? Quelle implication pour les niveaux de PIB par tête? Donc, lorsqu'il y a une convergence, c'est-à-dire de l'implication sur les niveaux de PIB par tête. Donc, ces questions-là relèvent de ce qu'on appelle des fluctuations qui sont observées à court terme. Donc, mais l'objet du cours, c'est d'exposer les analyses de la dynamique économique, c'est-à-dire on essaie dans le cours d'analyser les problèmes, les dynamiques qui se situent dans un horizon de long terme. Pourquoi? Parce que c'est dans cet
horizon temporel qu'on peut évaluer l'impact de l'accumulation du capital et du progrès technique sur le niveau de production. On a ici des statistiques donc, qui montrent, c'est-à-dire en quelque sorte, comment le phénomène de convergence agit ou bien se manifeste entre les différents pays, suivant bien entendu, suivant le niveau de développement du pays et suivant le taux de croissance. On a classé ici les pays en fonction, c'est-à-dire en fonction de la performance de la croissance. On a ici les pays qui ont une croissance négative, les pays qui ont une croissance lente et les pays qui ont une croissance rapide et les pays industrialisés. Et on a constaté que les pays qui ont une croissance rapide arrivent donc c'est-à-dire par la suite, dans le temps, arrivent à se situer sur le même niveau que les pays industrialisés. Par contre, les pays qui ont une croissance négative, ils s'enfoncent au contraire, ils s'enfoncent malheureusement dans la pauvreté, et même aussi les pays qui ont une croissance lente arrivent à peine à suivre, c'est-à-dire les pays développés ou bien les pays à croissance rapide. Euh, le taux de croissance et le développement économique. Donc, il y a des auteurs qui ont essayé d'établir une relation entre la croissance et le développement économique. Parmi ces auteurs, il y a François Perrault qui s'intéressait aux problèmes de développement dans les pays c'est-à-dire les pays sous-développés. Donc, il a considéré qu'en fait, la croissance économique, c'est un processus qui est continu et soutenu d'élévation du PIB réel d'un pays dans le temps. Donc, et ceci revient à dire que la croissance économique n'est pas un fait du hasard. Donc, la croissance, c'est pas un hasard, c'est une œuvre, c'est-à-dire elle est en fait le résultat de mesures, de programmes, de politiques euh, menées par les autorités. Donc, il est à noter que si d'une année à une autre, le produit de l'économie s'accroît à un taux inférieur à l'accroissement de la population, si, c'est-à-dire la croissance démographique est supérieure à la croissance du PIB, on assiste dans cette situation c'est-à-dire à une croissance négative du revenu par tête. C'est-à-dire parce que la croissance démographique est supérieure à la croissance du revenu. Euh, la croissance qui est mesurée donc par le taux d'augmentation du PIB constitue aujourd'hui l'instrument de référence principal pour la gestion à court et à long terme de l'ensemble des économies de la planète. C'est-à-dire, maintenant, avec c'est-à-dire les statistiques, les données sur les taux de croissance pour les différents pays, cet indicateur-là, il constitue en fait un élément qui permet donc de classer les pays et c'est-à-dire de déterminer les endroits où il y a ce qu'on appelle un développement rapide ou bien une croissance rapide ou bien une création de richesse rapide par rapport aux autres endroits où il y a des problèmes de développement. Donc, sur le plan économique, le taux de croissance offre en fait une mesure. Le taux de croissance, il reflète en fait, il reflète le degré de réalisation des objectifs de la politique économique. Si on a un taux de croissance qui est significatif, important, ça veut dire que les objectifs de la politique économique ont été à réaliser dans une grande partie. Bien entendu, on sait que donc la relation entre le taux de croissance et le développement économique, on sait bien entendu que la politique économique, il vise à améliorer le bien-être de la collectivité. Et donc, de ce fait, si la politique économique elle est réussie, donc on aura des taux de croissance performants, significatifs, ce qui permet d'améliorer le bien-être de la collectivité, ce qui constitue bien entendu les objectifs de la politique économique. Donc, dans ce cadre, on considère que les objectifs de la politique économique ils sont définis par, en fait, 5 éléments. Donc, premier élément, l'augmentation du revenu du travail et du capital, c'est-à-dire la rémunération des facteurs de production. Il faut c'est-à-dire avec le temps, que cette rémunération s'améliore avec le temps. Donc, c'est un objectif parmi les objectifs de la politique économique. Également, d'autres objectifs, c'est la capacité de créer des emplois, ce qui permet de créer de la richesse.
un autre objectif de la politique économique qui est parmi les objectifs de la politique économique, parce qu'ici on a cité les objectifs principaux de la politique économique qui permettent de contribuer au bien-être de la collectivité. Donc, troisième autre objectif, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. D'une autre manière, l'augmentation des recettes fiscales de l'État, des ressources de l'État. Quatrièmement, et cet élargissement de l'assiette fiscale, il se fait sur la base de la création d'activités économiques, sur la base d'encouragement, bien de l'initiative privée, ce qui va permettre à l'État de collecter des impôts. Quatrième objectif, affirmation de la puissance économique des pays. C'est-à-dire ici, on cherche à améliorer la compétitivité de l'économie nationale vis-à-vis du marché international. Et cinquième objectif, bien entendu, c'est le résultat de ces quatre objectifs, c'est l'accumulation de la richesse, c'est l'augmentation du PIB, l'augmentation du revenu par habitant. Donc on a présenté ici les différents objectifs en fait de la politique économique et qui contribuent, donc qui versent ou bien qui tendent à améliorer le bien-être économique, le bien-être c'est-à-dire de la communauté, de la collectivité, et par conséquent, euh, c'est réaliser des taux de croissance significatifs. Donc on s'arrête là, je vous remercie.